Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 février 2022. Deuxième vidéo consécutive. On ne sait de rien, on ne sait de rien. Alors hier soir, je vous ai entretenu, en fait surtout pour mes amis européens, j'ai voulu faire un compte-rendu de la situation à Ottawa avec le convoi, qui n'est plus un convoi en fait, qui était à la base un convoi de la liberté, mais le convoi s'est immobilisé. S'est immobilisé un convoi lors du déclenchement de cette campagne mobilisatrice. Il y avait le double de, de camions. Des camions pesant 20 tonnes, comme je vous le rappelais hier. Aujourd'hui, 10 février, ils sont 400. 400 qui sont stationnés. Alors c'est ça aussi maintenant. Ce n'est plus le mouvement, si je peux dire, n'est plus en mouvement, mais les problèmes ont vraiment commencé quand ils se sont immobilisés. Alors, si on veut faire image, c'est comme s'ils avaient pris position. Et les déloger peut s'avérer un exercice extrêmement difficile et, euh, et coûteux peut-être en vie humaine, car chez ces insurgés, il y a plusieurs dizaines d'enfants qui accompagnent les familles. Et ils ont réussi à établir une sorte de campement, une sorte de, de campement avec une structure paramilitaire, avec une chaîne de commandement. D'aucuns jugeront la situation qu'il ne se passera rien au fond, hein, presque anecdotique. Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. Ils ont réussi à frapper les imaginaires. Ils ont réussi également à essaimer les exemples. C'est assez curieux quand on lit les journaux américains et les journaux européens, surtout européens, c'est assez étonnant de voir des Européens brandissant le drapeau canadien, brandissant l'unifolié représentant la liberté. Fabienne me disait qu'au fond, ça correspondait assez à l'image qu'avaient les Français, les Européens en général, de ce qu'est le Canada, de ce que sont les Canadiens. C'est-à-dire des types en bonne santé, grands, vigoureux, aux idées claires, carrés dans leur approche, généralement plutôt sympathiques, débonnaires. Et elle jugeait que c'était peut-être le, les casques bleus qui avaient insufflé cette image du, du Canadien juste et bienveillant. Alors donc, la colère des Canadiens, peuple réputé placide, plutôt pacifique évidemment, eh bien, ça frappe les esprits. Il y a des pays comme ça chaque pays se nourrit de ses symboles. Le Canada aime bien offrir, en fait, comme tous les pays, une image avantageuse de lui-même. Et cette image-là, eh bien, c'est celle du grand garçon bien baraqué, toujours prêt à donner un coup de main. Bon, en fait, chacun peut développer son imaginaire comme il l'entend. Ça, ce qu'est un Canadien. Mais aussi, ce qui est à noter maintenant, dans cette, dire, dans ce campement, dans ce siège, n'est-ce pas? C'est évidemment la profusion des drapeaux canadiens, la profusion de drapeaux québécois, le fleur-de-lysée, également le drapeau américain. On le sait, une partie importante des appuis à la fois logistiques et financiers proviennent des États-Unis. Mais il y a quelque chose d'autre aussi là-dedans, si on regarde un peu la situation. C'est que les Canadiens français sont les proto-américains. Ce sont les premiers qui se sont acculturés au territoire.
et c'est très important de le dire, dans l'imaginaire euh, américain, états-unien, le, le Canadien français est le premier arrivé. C'est celui qui a tissé des liens avec les Autochtones. Je vais y revenir avec les Autochtones, comme ce que je voudrais faire avec vous dans les prochaines vidéos, c'est vous dire ce qui s'est passé au mois de juin. Ce qui s'est passé au mois de juin à la librairie et ce que nous avons vécu, comment nous avons vécu. Je vais finir par vous parler de manière rétroactive. Alors, on va peut-être rester dans le mois de juin, pendant juin 2021. Peut-être demain, je vais revenir sur juin 2021. Parce que on a vécu un certain nombre de choses, Fabienne et moi, au cours du mois 2021. Mais donc, pour en revenir, alors ce qu'on assiste au fond, pour revenir sur le siège d'Ottawa, c'est le retour des tribus. Alors, de toutes les tribus, j'aurais envie de dire quasi ancestrales. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve au fond? La figure du coureur de bois, qui tout à coup s'arrête dans un campement. On y retrouve les cow-boys américains. On y retrouve les marchands, on y retrouve les voyageurs, on y retrouve les jongleurs, on y retrouve en fait toutes ces figures archétypales de l'Amérique. Et des hommes nécessairement, peut-être pas très instruits, ce dont ils sont, leur manque d'instruction est dénoncé sur toutes les tribunes. On peut y entendre là, encore une fois, un mépris de classe, un mépris aussi pour ceux qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas instruits. Et donc, on peut imaginer aussi que lors de ce siège, il y a la musique western. La musique western qui est la musique nationale à la fois des Québécois, des Canadiens et des Américains. S'il y a quelque chose qui unit ces trois peuples, c'est la musique western. Alors, il y a de la musique western, peut-être je vais vous en partager une ou deux là, en note de bas d'écran. Alors, pour mes amis européens, oui, il existe de la musique western francophone. Et la majorité des Québécois, en fait, la quasi-totalité des Québécois qui vivent dans les grands centres, Québec ou Montréal, ne veulent pas voir ou font mine de ne pas voir qu'au fond, la vraie musique nationale du Québec, c'est la musique western, ainsi qu'au Canada et aux États-Unis. Alors, essayez de figurer une sorte de... pour avoir une image de ce qui se passe à Ottawa, une sorte de... Essayez d'imaginer un arrière-plan de musique western et une sorte de western postmoderne, réactualisé. Alors, vous aurez le portrait des gens qui vivent en région éloignée, qui doivent, dans le cas des camionneurs, va sans dire, des hommes habitués, il y a parfois quelques femmes dans le lot, habitués à traverser dans la solitude de longues étendues. Le Canada, l'Amérique est un immense continent. Des camionneurs qui partent, ne sont pas rares les camionneurs qui partent de Montréal ou de Québec ou de Sherbrooke et qui traversent l'Amérique et qui traversent le Grand Canyon, qui se retrouve aux confins de l'Amérique et qui se retrouvent aux portes de Los Angeles après une traversée de plusieurs jours, font de courtes haltes, ont des camions qui sont aménagés de telle sorte qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent se ravitailler. Alors imaginez tout cela, là. Donc, ce sont des hommes habitués à parcourir donc de grandes étendues. Et on a l'impression, en tout cas, ce sont de véritables baroudeurs, d'une certaine manière. Alors, et ces hommes-là, ben, tout à coup, ils sont investis d'une mission historique.
Mon ami Robert Hébert, qui trouvait sans doute que j'exagérais en disant que c'était un moment historique, pré-révolutionnaire, je suis absolument pas en train de dire que ça va se terminer en révolution. D'après moi, plutôt, ça va se terminer de manière pacifique. Il va y avoir sans doute des canaux de communication qui vont s'ouvrir entre ces insurgés et les, les, euh, les gens du gouvernement pour, euh, pour dénouer la crise. Parce que au fond, au final, personne n'a intérêt à ce que cette aventure, somme toute assez réussie pour l'instant, en tout cas du point de vue des insurgés, se termine de la plus fâcheuse manière qui soit. Alors, personne n'a intérêt à ça, au fond. Alors ça, il faut bien comprendre ça. Et là, d'autant plus qu'ils ont, d'une certaine manière, ils ont exposé de manière sensible la faiblesse du gouvernement Trudeau. Mais ce que je voulais évoquer par cette possibilité d'une situation pré-révolutionnaire, c'est que dans des temps antérieurs, disons quelques décennies auparavant, avant les médias, avant la télévision, avant forcément l'Internet, disons au début du siècle, au début du 20e siècle, eh bien, ces hommes-là auraient pu très facilement investir le Parlement et prendre littéralement le pouvoir. C'était dans ce sens-là que j'évoquais une situation pré-révolutionnaire. Car, à travers l'histoire, la longue histoire de l'humanité, on a vu des hommes déterminés, aguerris, astucieux, courageux, ingénieux, n'hésitant pas à user de violence afin de parvenir à leur fin. Alors, c'est une sorte d'évocation de comment se déroulaient les insurrections de jadis. Alors, c'était dans ce sens-là que nous avions en, en petit, en microscopique, si je peux dire, comment ce genre de choses se déroulent. Alors, il y a eu évidemment les événements du 6 janvier 2021 avec les insurgés du Capitole. Mais ce n'est pas là aussi le fait marquant de... Je vais faire une petite parenthèse sur Trump ici. Euh, je n'ai pas suivi la campagne électorale de 2016. Je ne l'ai pas suivi pour toutes sortes de raisons personnelles. Des raisons heureuses, j'aurais envie de dire. Je ne l'ai pas suivi, donc. Et comme à peu près tout le monde, j'étais convaincu que Trump ne gagnerait pas l'élection. Alors, ensuite, il l'a gagné. Et tout le long de son mandat, jusqu'en 2020, j'ai toujours jugé que Trump n'existait pas. Que, au fond, il était lui-même une fake news. Qu'il était lui-même un personnage imaginaire auquel il ne fallait pas accorder trop d'importance. Je m'étais proposé, pour lutter contre l'atmosphère trumpienne qui sévissait, je m'étais proposé de relire La Recherche de Proust, ce que je n'ai pas fait. Bon, c'est encore une autre histoire. Mais et j'en parlais pas, j'ai écrit très 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 peu de choses sur ma plateforme Facebook. Bref, j'ai pas participé personnellement à, à, aux commentaires négatifs concernant Trump. Je gardais ma pensée pour moi, et d'autant plus que j'avais jugé qu'il n'existait pas. Alors, on ne peut pas commenter à l'infini quelque chose qui n'existe pas. Vous en conviendrez. Mais cependant, je me suis mis à avoir la frousse, pour dire le vrai, quand j'ai réalisé qu'il n'admettait pas sa défaite. Qu'il n'admettait pas sa défaite et que, en quelque sorte, il faussait de manière inédite le jeu démocratique. Et que finalement, sa petite personne, ce personnage boursouflé de son importance, se jugeait au-dessus de la Constitution américaine, au-dessus des usages de la démocratie,
Et que là, tout à coup, nous étions en présence d'un phénomène extrêmement inquiétant qui n'a pas fini de livrer ses fruits vénéneux, comme on peut le voir. Et là, tout à coup, en fait, je l'ai pris, j'ai commencé à le prendre au sérieux, le bougre, le lendemain de sa défaite. Défaite qu'il refuse toujours de reconnaître. On se rappelle à l'élection de 2020, pardon, à l'élection de 2000, Al Gore avait gagné au suffrage universel et il y avait eu un bris d'équipement dans les machines qui comptaient les votes, un bris d'équipement dans les machines en Floride, dans l'État de la Floride. Et ça avait pris plusieurs semaines avant qu'on puisse déterminer le gagnant de cette élection américaine de 2000. Et finalement, cette élection-là s'était jouée devant les tribunaux, si vous vous rappelez. Et Al Gore avait perdu l'élection. C'est George W. Bush qui l'avait remporté. Et, et Al Gore avait, malgré qu'il avait toutes les raisons du monde de contester le résultat, s'était fort élégamment incliné et avait jugé que la démocratie, le jeu électoral, la manière, le suffrage universel, la façon de vivre la démocratie, eh bien, le respect de la Constitution était quelque chose qui transcendait les opinions, qui transcendait les partis politiques et qui évidemment, transcendait la personne du candidat Gore. Alors, c'est un temps presque difficile à imaginer aujourd'hui, cette espèce d'élégance qu'on n'a plus revue, je dirais, quand vous connaissez la suite. Le mandat de Bush a été à bien des points de vue calamiteux. L'Afghanistan, l'Irak, euh, les mensonges. Ah, c'est ça aussi, la manipulation éhontée de, de les fameuses éprouvettes là, que Colin Powell à l'ONU avait exhibées en disant que c'était là des preuves que Saddam Hussein disposait d'armes chimiques et qu'il se prêtait à les utiliser contre son peuple. Et tout ça s'est avéré, évidemment, du gros pipeau. Et c'est ça aussi le mensonge répété, répété. Au fond, on peut dire d'une certaine manière, les mensonges, le, le machiavélisme de bas étage de l'administration Bush avait pavé la voie d'une certaine manière à un mensonge encore plus grand, à l'incarnation même du mensonge, c'est-à-dire Trump. Ce sont là des choses qui sont... on se rappelle aussi, ce sont là des choses qui marquent l'imaginaire. On se rappelle aussi du célèbre, du fameux euh, coup de sang, d'éclat verbal de Dominique de Villepin. Et ici, je rappellerai cette chose que chacun a fait mine de ne pas voir ou de ne pas vouloir voir, en fait, je dirais. C'est que la fameuse axe du bien, en fait, qui ne se nommait pas comme ça, mais ce qu'était l'axe du mal. D'ailleurs, l'axe du mal, il est toujours défini de la même manière. Hein. Les, les, les penseurs de l'administration Bush avaient créé ce concept-là de dénomination d'axe du mal dans lequel on retrouvait l'Irak, la Russie, la Chine. Alors, vous voyez, l'axe du mal, 20 ans plus tard, commence à s'organiser. Et donc, ce qu'on avait oublié, c'est que les Alliés, alors, on a vu les Alliés espagnols, britanniques, il y en avait d'autres aussi, japonais. Les Japonais avaient embarqué dans le truc, mais pas avec des armées de combat, ils avaient donné un soutien technique. Eh bien, les Français n'avaient pas été invités à en faire partie. Alors,
revérifier. Il n'avait pas été invité à en faire partie parce que les Américains n'ont jamais voulu de l'Union européenne et à l'époque, ils considéraient la France comme étant le maillon fort de cette alliance-là. Plus tard, il y a eu un retournement. Tout à coup, si on se rappelle les rapports extrêmement tendus entre Trump et Angela Merkel, eh bien, c'est que là, tout à coup, les Américains avaient hélas réalisé que c'était soudainement les Allemands qui étaient le maillon fort de l'Union européenne. De là, leur verdict. D'un certain point de vue, Trump a poursuivi la politique de George Bush. Alors, c'est le fil conducteur, il faut le suivre. Et les Américains n'ayant jamais voulu de cette puissance économique émergente, mais malheureusement euh, faible, en fait, faible sur le plan politique et absolument impuissante sur le plan militaire. Alors, c'est impossible de se constituer en puissance significative sans être doté à la fois de l'économie, de l'armement et d'un pouvoir politique décisionnel fort. On le voit en ce moment avec la Russie qui va probablement, en tout cas, envahir l'Ukraine. Mais ça, encore là, c'est l'ironie. En fait, on pourrait même faire un rapprochement entre le siège d'Ottawa et les 125 000 hommes postés à la frontière ukrainienne. Ils n'ont qu'à pas bouger, et ils ne bougent d'ailleurs pas, pour que la structure, pour que la zizanie, pour que la structure se lézarde, pour que la zizanie s'installe, pour que les lignes de front s'érodent, pour que la cohésion s'étiole, pour que, en fait, l'immobilité peut entraîner le mouvement. L'immobilité, le stationnement, en fait, peut engendrer une onde de choc. Alors, c'est ça aussi un siège. On tient un siège non pas en espérant, mais en créant des conditions qui feront de telle sorte que l'assiégé finira soit par se rendre, ce qui ne sera pas le cas à Ottawa, ce qui ne sera également pas le cas euh, en Ukraine, mais l'onde de choc de ce siège fera que les alliances vont se dissoudre. Alors on le voit, les Européens, en fait, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé. Ouais, hein? J'allais vous parler d'un certain nombre de choses, mais je pense que je vais vous en parler demain. Je vais vous parler. Je pensais pas. Ben, c'est parce que la situation internationale, la situation qu'on ne peut pas qualifier de post-pandémique, parce que la pandémie en elle-même n'est pas terminée. Euh, Ça, j'y reviendrai. J'ai dit à quelques reprises que je n'avais aucune espèce de compétence en matière épidémiologique ou virologique. Alors, je vais m'abstenir de quelques commentaires que ce soit. Cependant, je peux noter les effets sociétales de cette pandémie, les choses que chacun d'entre nous pouvons observer quotidiennement, par exemple l'inflation, ou la hausse des loyers, ou l'incivilité grandissante, ou l'agressivité des uns et des autres. Et ce qui se passe et à Ottawa et à Kiev est, est d'une certaine manière en lien avec la pandémie. Les esprits sont fatigués, et puis en Russie, économiquement, ça va très mal. Et la gestion sanitaire du virus, du coronavirus, a été plutôt désastreuse en Russie, de la dire en URSS. Hein, voilà, hein, des réminiscences de la guerre froide.
Alors, on assiste en quelque sorte, en parallèle, à deux blocus, hein, un petit blocus local, mais qui a un grand effet sur la scène internationale, et un blocus, un, un, des troupes massées à la frontière qui ont aussi un grand effet. On voit l'Union européenne est en difficulté. Et ça a une autre chose qui a échappé à beaucoup de monde, je pense. Poutine et Macron se sont rencontrés il y a quelques jours à peine. Et après le point de presse, Poutine a dit cette chose qui est quand même assez incroyable. Il a dit que tout cela pourrait se terminer en guerre nucléaire. Alors, et Macron, en point de presse, lui a répliqué et que la France avait la possibilité de répliquer par les armes nucléaires. Mais tout ça, dans cette espèce de brouillard dans lequel nous sommes, en tout cas, les médias québécois n'en ont absolument pas rendu compte. C'est en lisant les médias européens, français, parce que je regarde d'assez près. Je pense que même si Poutine ne franchit pas les lignes ukrainiennes, d'une certaine manière, il a gagné lui aussi. Et je pense que même si les insurgés d'Ottawa levaient leur siège, ils auraient gagné également. Et ce à quoi on assiste, c'est des tentatives fortes de déstabiliser des chaînes d'alliance. Et cette image, à l'ouverture des Jeux de Pékin, qui me laisse, ceci dit, complètement indifférent, de voir le président chinois et le président russe main dans la main, quand on sait la longue tradition de rivalité entre les deux pays, eh bien, ça donne froid dans le dos. Ça donne froid dans le dos. Ça donne froid dans le dos. Les adversaires du bloc occidental, que ce soit l'Iran, la Chine, la Russie, la Turquie, pour ne nommer que ceux qui me viennent en tête, montent en puissance. Montent en puissance à pratiquement pas mal de niveaux. Et tandis que le bloc occidental, lui, non seulement s'affaiblit, mais des dissensions au sein de la plus importante démocratie, eh bien, se font de plus en plus inquiétantes pour la suite des choses. Avec un président sortant qui se considère presque comme un président en fonction, en exil. Alors, en Floride, incidemment. La Floride, hein, occupant le, le Sun State, occupant visiblement quelque chose dans cette configuration-là de l'imaginaire, et même de l'imaginaire québécois, quand on sait que 1 million de Québécois, à chaque hiver, migrent vers le soleil de la Floride, ce qu'on appelle des snowbirds, des oiseaux de neige, si vous préférez. Alors écoutez, je ne vous ai pas parlé de la librairie, je ne vous ai pas parlé de ce que nous avions vécu au cours de ce mois de juin 2021. Je vais demain aller revoir mes notes numériques et probablement je vais imprimer tout ça. Ouais, je vais imprimer mes notes numériques et j'y aurai recours. Je vous raconterai ce qu'on a fait. On a fait un voyage de quelques jours dans le bas du fleuve. Et ça sera pour moi l'occasion de vous parler de la tribu Kamloops Tsikhumpunk. Je pense que je vais devoir encore prendre des cours de langue autochtone, ça presse, mais je vais me répéter. Kamloops Tsikhumpunk. C'est pas tout à fait ça, mais je vais me pratiquer demain matin, je vais vous y revenir. C'est-à-dire cette tribu de Kamloops, en Colombie-Britannique, où on aurait retrouvé
200 tombes de 200 tombes d'enfants autochtones. Et Kamloops, c'était le plus grand centre, le plus grand pensionnat au Canada dans les années 50, dirigé par les Oblats de Marie-Immaculée. Et c'était sans doute sa, 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 cette découverte, moi je n'ose pas utiliser le mot fosse commune ni charnier, car euh, tout ça était extrêmement exagéré. Et c'était probablement l'une des nouvelles les plus fausses qui a été dite au cours de cette année 2021, qui n'ont pas manqué de nouvelles erronées ou d'exagérées ou avec en fait très 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 exagéré. Oh, je ne vais pas défendre ça. Là. De toute façon, je ne vais pas défendre le fait que le Canada a un beau rôle dans son rapport colonial avec les Autochtones. Mais il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été énoncées qui étaient fausses. Alors, je dirais qui étaient fausses, qui étaient sinon tellement exagérées qu'elles en devenaient grotesques. Alors, je vais évoquer ça demain avec vous en pratiquant un peu mieux le nom de cette tribu, visiblement au nom imprononçable. Mais c'est pas juste des noms imprononçables, hein, c'est l'autochtone pour le Canadien, pour le Québécois, pour le Canadien français, pour l'Acadien. Les Acadiens qui ont eu des liens très serrés avec les Autochtones. C'est vraiment le grand autre. L'autre absolu, presque. Et la rencontre et même le huis clos entre les premiers colons français et les Autochtones ont été au cœur de l'imaginaire nord-américain qui reste à réfléchir, qui reste à analyser. Et cette image-là, je conclue avec cette image-là des insurgés d'Ottawa, au fond, on aurait comme une sorte de résumé de l'histoire de l'Amérique du Nord, avec quelques-uns des représentants les plus fameux. Je vous remercie d'être avec moi. Fameux dans le sens de famous. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Eh oui, à demain. Je récidive demain. Alors, peut-être je finis par reprendre le pli. Ben, c'est sûr, là, parce que je commence à réfléchir aux choses que j'ai envie de vous dire. Et même, je réfléchis aux choses que j'avais eu envie de vous dire, mais que emporté par une sorte de tourbillon, il ne faut quand même pas oublier, je suis d'abord et avant tout un libraire, quand même. C'est-à-dire un type qui vend des livres, hein, dont c'est le boulot. C'est comme ça que je gagne ma vie. Ça donne un sens à ma vie, le métier de libraire. C'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut quand même le dire. Et puis, mais la période étant scalée, il fallait quand même que je remette la boutique en marche, n'est-ce pas? Les impératifs de l'économie. Je vous remercie d'être avec moi et à demain.